It's been a long day for everyone, but sorry, I'm going to deliver my speech in French, not because of another Frenchy egocentric focus, but just because I hate my English accent and I don't want you to hate it too. Ma deuxième remarque, c'est qu'effectivement, je ne suis pas ici comme directeur de théâtre, mais parce que, comme vous l'avez aimablement rappelé, après 40 ans dans les activités culturelles et les médias, le gouvernement et le président français m'ont confié un rapport intitulé « Contribution aux politiques culturelles à l'ère du numérique ». Je ne vais pas entrer dans le détail des 80 propositions que contient le rapport, mais je veux juste évoquer avec vous la démarche et les enjeux de ce rapport qui sont pour moi très européens. La question, en fait, était tout simplement de savoir si, dans le nouvel univers numérique, l'Europe a toujours besoin de politiques culturelles pour assurer la vitalité de sa création artistique et sa diversité culturelle. Évidemment, nombreux sont celles et ceux qui, depuis ce matin, ont répondu que ce besoin est plus fort que jamais et mes partenaires, mes collègues du panel l'ont très bien illustré depuis le début de cette session. Évidemment, le besoin de culture est énorme et de diversité culturelle, mais il implique un vaste chantier pour reconstruire nos actions et refonder nos instruments. Ce chantier est évidemment complexe au plan technique, mais sa technicité ne doit pas cacher son enjeu politique central. Il faut que l'Europe se dote non seulement d'une stratégie numérique qui existe depuis 2010, mais aussi d'une véritable stratégie créative avec une politique des contenus culturels qui, là aussi, ont été très bien illustrés par mes collègues estoniens, lituaniens et à l'instant suédois. C'est sur cette toile de fond que nous avons travaillé dans ce rapport intitulé « Contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique ». En fait, le mot d'ordre français est parti d'une conviction qui est celle que si la France a la chance de compter sur son territoire des industries culturelles importantes, créatrices de valeur, sources d'emplois, ce n'est pas le fruit du hasard. Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics français, qu'ils soient leftistes, rightistes ou centristes, se sont préoccupés de mettre en place un certain nombre de mécanismes fondés sur la solidarité entre l'amont, la création, et l'aval, c'est-à-dire la diffusion, la distribution, et ça dans chaque filière, et selon des méthodes propres à favoriser la diversité de la création. C'est le cas pour le cinéma, le financement des films provenant notamment de la vente de billets, dont une partie alimente le compte de soutien du CNC, et du préfinancement des chaînes de télé qui les diffusent ensuite. Dans le secteur de l'édition de livres, le prix unique du livre permet d'éviter une concurrence par les prix entre les points de vente qui serait forcément défavorable aux petits libraires et donne une chance, y compris aux ouvrages qu'on qualifie de difficiles. Or, ces différents outils qui ont fait leurs preuves, dont beaucoup ont été mis en place à la fin des années 80, sont bousculés aujourd'hui par la révolution numérique qui transforme les relations entre les créateurs, les usagers et les fournisseurs d'accès comme tous les services Internet. Entendons-nous bien, évidemment, la révolution numérique est avant tout une promesse réjouissante pour la culture, pour les créateurs et pour les publics. Évidemment, l'exception culturelle, expression qu'on a quelquefois reprochée aux Français, l'exception culturelle n'est pas l'expression d'une vision défensive et protectionniste, mais la traduction d'un volontarisme, d'une ambition pour la culture et d'un refus de la voir soumise aux seules règles du marché. Le rapport que nous avons remis au printemps dernier tourne autour de 3 axes. Le premier axe de proposition concerne l'amélioration de l'offre légale en ligne et de l'accès des publics à cette offre. Il s'agit tout simplement de répondre à la soif de culture des internautes, de renouer le lien entre créateurs, publics et industrie de la culture. La qualité de l'offre culturelle numérique, c'est la combinaison de 2 facteurs, des œuvres nombreuses, fraîches et variées, des services divers, innovants et ergonomiques. D'abord donc des mesures pour améliorer la disponibilité numérique des œuvres,
nous avons préconisé d'aller vers une obligation d'exploitation permanente et suivie. Une réforme qui rappelle ce qui a été mis en place en France en matière de contrat d'édition littéraire et qui a fait ses preuves. Toujours dans le souci d'élargir l'offre et de répondre aux attentes, nous avons proposé une modernisation de la chronologie des médias afin de dynamiser l'offre de vidéos à la demande et détourner, autant que faire se peut, les publics du piratage sans fragiliser le système de préfinancement qui fait la vitalité du cinéma français, auquel d'ailleurs les nouveaux services, s'ils décollent réellement, apporteront d'ailleurs leur contribution. Il est évident qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure du numérique, exhorter, comme le font certains, les usagers à la patience, entretenir la frustration, c'est pousser les publics dans les bras du piratage. Il ne suffit pas que les œuvres soient disponibles, il faut aussi qu'elles soient proposées sur des services nombreux, innovants et attentifs à la diversité culturelle. Le formatage de l'œuvre par quelques services mondiaux intégrés dans des écosystèmes dont la distribution de biens culturels n'est pas le centre de gravité constituerait une menace immense pour cette diversité. Enfin, nous pensons que c'est pour cela qu'il faut inventer une nouvelle forme de régulation pour les services culturels numériques qui ne peut pas être le simple décalque des régulations inventées dans les années 80 et 90 pour la télévision et les radios. Ce sujet de la régulation des services culturels numériques s'intègre dans toute une réflexion qu'il faut conduire sur la politique numérique européenne. Vous savez qu'en préparation du prochain Conseil européen, la France a fait des propositions pour aller vers une régulation plus efficace des grands acteurs du numérique. Le deuxième axe de proposition concerne quant à lui la rémunération des créateurs et le financement de la création. Alors que les modes de fonctionnement actuels de l'économie numérique entraînent un déplacement de la valeur de l'amont vers l'aval, des contenus vers les services, il faut une politique attentive à la rémunération des créateurs. Car la révolution numérique se traduit par un bouleversement complet de la chaîne de valeur des industries culturelles. Pour les usagers, payer 5 € par mois pour accéder en streaming à la quasi-totalité des catalogues musicaux semble souvent excessif, alors qu'ils ne voient ailleurs rien de choquant à payer 500 ou 600 € pour le smartphone dernier cri. En ce qui concerne le partage de valeur, singulièrement sur la musique, le rapport propose toute une série de mesures pour plus de transparence sur la rémunération entre plateformes, auteurs, producteurs, tout cela géré, nous le proposons, par les sociétés de gestion collective. La contribution des acteurs qui profitent de la circulation des œuvres au financement de la création est également un aspect fondamental. Il s'agit d'une part de rétablir l'équité fiscale et de faire en sorte que les acteurs traditionnels ne soient pas les seuls mis à contribution, alors que les nouveaux acteurs, avec lesquels ils sont d'ailleurs en concurrence de plus en plus frontale, échapperaient à toute obligation. Il nous semble absolument essentiel que soit respecté le calendrier d'équité fiscale en matière de règles de TVA pour les biens et services culturels, équité qui devrait s'installer en Europe à partir de 2015. Il ne faut pas de délai afin que plusieurs pays européens ne restent pas des paradis fiscaux, ou presque, pour les géants américains qui n'en demandent pas tant. Enfin, le rapport que nous avons présenté au printemps présente des propositions pour protéger et adapter les droits de propriété intellectuelle. Une question importante était celle de l'avenir de la réponse graduée mise en œuvre par l'ADOPI contre le téléchargement illicite. Nous avons proposé de maintenir la réponse graduée, mais de réorienter la lutte contre le piratage en direction de ceux qui font de la contrefaçon une activité systématique et lucrative. Il faut donc des mesures à l'encontre des sites de streaming et de téléchargement direct qui reposent pour la plupart sur une coopération volontaire des intermédiaires techniques et financiers de l'Internet, hébergeurs, moteurs de recherche, services de paiement, régies publicitaires. Une telle collaboration, une telle coopération très volontariste a déjà été mise en place avec succès aux États-Unis et nous pensons que c'est vraiment un exemple à suivre au niveau européen.
S'agissant de l'adaptation du droit d'auteur aux nouvelles réalités issues de la révolution numérique, la priorité est de rapprocher le droit et les pratiques culturelles des internautes. Par exemple, il faut sécuriser les pratiques de création transformative et permettre leur épanouissement. Ces pratiques, facilitées par les outils numériques, connaissent un développement remarquable et permettent un renouvellement des processus créatifs avec les remixes, les mash-ups diffusés sur Internet et plus généralement les user-generated contents. Il faut, et M. Hernandez-Ross l'a rappelé, il faut bien sûr assurer la protection du domaine public. Enfin, il faut promouvoir et faciliter le recours aux licences libres qui permettent aux auteurs de définir les conditions dans lesquelles leurs œuvres peuvent être diffusées, réutilisées et modifiées. Des propositions que nous avons essayé de faire très pragmatiques, mais qui ne portent vraiment leurs fruits et ne pourront porter leurs fruits que si elles s'inscrivent bien sûr dans une dynamique européenne. Car l'exception culturelle, ce n'est pas seulement un mot d'ordre pour la France, c'est aussi, on l'a vu depuis ce matin, un enjeu pour l'Europe, ce à quoi je voudrais maintenant rapidement en venir. Vous le savez, la notion même d'exception culturelle est née dans un contexte international et européen pour faire échec aux règles du commerce international qui empêcheraient la conduite de politiques culturelles ambitieuses. Nous avons toutes les raisons de le faire, et M. Karel Bartak a rappelé tout à l'heure le poids de l'économie de la culture, 4,5% du PIB et 3,8% de l'emploi en Europe, ce qui est comparable à des industries comme l'industrie automobile ou l'agriculture. Surtout, les secteurs des contenus culturels apparaissent comme une des meilleures cartes dont dispose l'Europe face aux géants américains et asiatiques du numérique. Sans vous retenir plus longtemps, je voudrais mentionner quelques aspects qui, à nos yeux, sont absolument nécessaires, une nécessaire inflexion de la politique européenne en matière de diversité culturelle à l'heure du numérique. D'abord, doter l'Europe d'une politique favorable à la création littéraire et à la diffusion du savoir par le livre. L'Europe ne peut pas continuer à ignorer les enjeux d'une industrie qui représente 40 milliards d'euros, avec des champions industriels mondiaux, une transition technologique et une dimension culturelle de tout premier plan. Ensuite, consolider les instruments réglementaires qui favorisent la production audiovisuelle en Europe dans le contexte de la convergence des médias et de la télévision connectée. Lorsqu'elle révisera la directive sur les services de médias audiovisuels, l'Europe ne pourra pas se contenter, nous le pensons, de mettre tous les acteurs au niveau des acteurs les moins régulés. Encourager ensuite tous les acteurs des contenus culturels européens dans leur transition numérique, non pas en enfourchant les chevaux de bataille des géants du numérique qui souhaitent seulement un marché unique pour vendre leurs produits standardisés. Bien sûr, encourager la numérisation du patrimoine européen et faciliter son accès pour tous les citoyens. M. Hernandez-Ross a évoqué tout à l'heure l'importance du système Europeana. Il nous a assuré que son financement était pérenne, c'est une bonne nouvelle. Moderniser le droit d'auteur en plaçant toujours au premier plan l'objectif de consolidation de l'économie de la création. Au plan européen, il y a évidemment des acteurs très puissants qui ont intérêt à présenter le droit d'auteur comme une antiquité vénérable, mais il faut inlassablement rappeler que si les modalités d'application peuvent et doivent toujours être revues, le principe du droit d'auteur est pour sa part toujours à protéger. L'économie numérique a besoin de droits d'auteur car elle a besoin de contenu culturel. Évidemment, il faut se mobiliser contre le piratage, mais ce sera sans doute d'abord dans la dynamique de l'offre qu'on sera le plus efficace. Ne pas hésiter à permettre des aides d'État à la culture, un certain nombre de mes collègues des différents panels et encore tout à l'heure l'ont évoqué. Au contraire, il faut des aides d'État à la culture, y compris dans l'environnement numérique. Dans le domaine du cinéma, l'Europe peut être fière d'avoir des politiques qui permettent à ses artistes et à ses professionnels de continuer à travailler en alignant les Palmes d'Or et les Oscars. L'Europe a besoin d'aide au cinéma pour garder cette vitalité et cette diversité de création. Dans les autres domaines, il en va largement de même, comme d'ailleurs la Commission semble commencer à en prendre conscience puisqu'elle a présenté en juillet dernier un projet pour exempter de notification les aides à la culture. Enfin, 3 points.
mettre en œuvre une politique de la concurrence efficace face aux géants du numérique qui détiennent souvent une forme de droit ou de vie, de mort sur les acteurs économiques européens. Autre exemple, je l'ai évoqué, où les aspects culturels sont trop souvent négligés, la fiscalité. Aujourd'hui, malgré l'affirmation par la Cour de justice du principe de neutralité fiscale, la législation européenne n'assure pas clairement l'identité de taux de TVA pour les biens et services culturels selon qu'ils sont proposés en ligne ou dans l'environnement traditionnel. Enfin, et je terminerai par là, l'Union européenne doit, nous le pensons, s'attacher à stimuler le développement des industries culturelles. Dans le nouveau programme Europe créative, il y aura un instrument de garantie d'emprunt qu'a évoqué M. Karel Bartak tout à l'heure, 121 millions d'euros sur 5 ans pour 28 pays. Vous serez sans doute d'accord avec moi qu'on peut sûrement encore mieux faire. Merci à toutes et tous.